Aujourd'hui, on va parler d'un concert mythique qui a tout aussi bien influencé la salsa que la pop et le hip-hop aux États-Unis. Je n'exagère rien puisque ce concert a été inscrit par la bibliothèque du Congrès aux États-Unis sur la liste des 50 enregistrements les plus marquants culturellement. Ce concert a surtout marqué l'histoire de la salsa, mais il est aussi à l'origine de nombreux morceaux pop et hip-hop. Dans les noms que je peux vous citer, il y aura Lil Wayne, Michael Jackson et même Rihanna. Ce concert, c'est celui-ci. C'est celui de la Fania All Star au Yankee Stadium de New York en 1973. Pour que vous puissiez bien comprendre l'impact de ce concert, on va faire un retour en arrière sur l'origine de la Fania et le contexte de la salsa aux États-Unis à ce moment-là. Le concert a déterminé le genre de la salsa dans le monde entier, mais il faut bien que vous compreniez qu'en 1973, techniquement, la salsa, elle n'existe pas en fait. En tout cas, le mot salsa pour parler du genre n'est pas encore ancré. Il y a quelques mentions, mais c'est vraiment très anecdotique et sporadique. À ce moment-là, on parle plutôt de Latin Jazz. Ce mot désigne en effet la rencontre entre les sonorités afro-cubaines et le jazz à New York dans les années 1940. Cette rencontre est évidemment due à la diaspora massive de la communauté latino à New York dans ces années-là. Dans les quartiers de New York se fréquentent donc dominicains, cubains, colombiens, portoricains, etc. Et de ce mélange effervescent va petit à petit naître un nouveau genre musical qui puise lui-même ses racines dans chaque son traditionnel de chaque pays. On a par exemple le mambo, le son, le guaguancó, la cumbia, etc. Vraiment beaucoup de genres très différents. Vous l'aurez compris, c'est un mélange, d'où le nom qui deviendra salsa plus tard, mais à ce moment-là, on n'est pas encore là. Et donc oui, techniquement, la salsa est née à New York. L'histoire est très complexe, on en reparlera dans une autre vidéo. D'ailleurs, le parallèle entre la salsa et le hip-hop est souvent fait parce qu'il y a énormément de points communs. Déjà, les deux émergent à peu près dans la même période, ils naissent dans les mêmes quartiers, mais aussi dans le même contexte d'immigration, de grosses galères financières, d'être rejetés en tant que population. Partez du principe que les personnes fondateurs du hip-hop et les personnes fondateurs de la salsa se sont forcément fréquentées dans les quartiers de New York, ne serait-ce que par la racine commune qui est le soul et le jazz. C'est donc dans ce contexte d'effervescence musicale que certains noms du Latin Jazz commencent à émerger. Et c'est le cas de Tony Pacheco, et c'est avec lui que commence l'histoire de la Fania All Star. Bueno, si vas a hablar de mi vida, vamos a aprovechar las partes de mi vida que son limpias, porque hay algunas que están media turbias. Parce qu'avant que ce soit un groupe qui se produit en concert, la Fania c'est avant tout un label créé par Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est un chanteur, musicien, producteur, arrangeur, compositeur et directeur artistique. Tout ça, excusez-nous monsieur, né le 25 mars 1935 à Santiago de los Caballeros en République dominicaine. Alors c'est affolant de voir à quel point il est très peu connu en France, à en juger par sa page Wikipédia française qui est extrêmement pauvre, alors que c'est un génie de la musique. Je pense que vous vous rendez pas bien compte. Déjà, il est à l'origine du mouvement de la salsa dans le monde entier par la création de ce label qui est la Fania, mais en plus il a découvert des artistes incroyables comme Héctor Lavoe ou Willy Colon, et il est aussi à l'origine d'avoir fait redécoller un petit peu la carrière de Celia Cruz dans le monde entier. Il a écrit plus de 150 chansons dont la plupart sont des grands classiques. Il a été nommé 9 fois aux Grammy Awards et a reçu 2 disques d'or. C'est incroyable, surtout pour son époque. Il joue de la clarinette, du violon, du saxophone, il compose, bref, je me répète, c'est un génie. Dans un premier temps, il est signé chez Alegre, qui produira son premier album qui sera vendu à 100 000 exemplaires, album de Pachanga, qui est à la fois un genre et une danse, et qui se trouve être parmi les nombreuses racines de la salsa. Johnny rentre en conflit avec son label, chose qui arrive assez régulièrement, j'ai l'impression finalement, pour des questions de royalties, et pour l'aider à se défendre, il va faire appel à Jerry Masuki, qui initialement est un avocat spécialisé dans le divorce. Suite à ce conflit, c'est là où ils vont avoir probablement la meilleure idée de toute leur vie. Ils décident de s'associer pour créer un label. Jerry Masuki ou Masucci, Italie, je ne sais pas du tout comment le prononcer, n'est absolument pas du tout latino comme son nom l'indique, mais fait partie de la diaspora italienne. Et il est tombé follement amoureux de la musique cubaine lors de son service militaire à Guantanamo où il fréquente les marines de Cuba. Et il essaie justement de faire vivre la musique latine à New York. D'ailleurs, de ce que j'ai lu, il vendait même des CD dans le coffre de sa bagnole dans les rues de New York. C'est donc en 1963 qu'il rencontre Johnny. Ensemble, ils décident d'emprunter 500 balles pour enregistrer leur premier disque qui s'appelle Canoniazo et qui signifie coup de canon. Dans ce disque se trouve le titre Fania Funche et c'est donc à partir de cette chanson
que le nom du label est créé. Et c'est officiellement en 1964 que le label est créé et que l'histoire commence. Alors j'insiste pour que vous compreniez bien que ce label est fucking mythique. Parce que quand je vois la page Wikipédia française encore une fois sur ce label qui est à moitié vide, ça me fait halluciner. Si vous sondez des mélomanes ou des vrais amateurs de latin jazz ou de salsa ou de musique latine en général, tout le monde connaît ce label. Pour la vidéo, je vais devoir vous compresser un peu son histoire parce qu'elle est très très riche et ça ne tiendra pas. Le label produira des artistes de renom comme Willie Colon, Hector Lavoe, Rubén Blades, etc. Des noms qui, d'eux-mêmes, ne vous disent peut-être rien parce que ce ne sont pas les plus connus en France. Si je peux vous donner deux noms que vous connaissez probablement sur ce label, c'est Celia Cruz et Carlos Santana du groupe Santana. Le label aura son lot de chansons mythiques comme Pedro Navaja, dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Cette chanson sera d'ailleurs source de conflit dans le label qui vendra les droits de la chanson à des producteurs de cinéma mexicains sans demander l'avis de Hector Lavoe, qui est le compositeur original de la chanson. C'est en partie à la Fania qu'on doit le mot salsa pour définir le genre. Initialement, l'utilisation du mot salsa se fait dans quelques interviews, quelques chansons, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose de courant. Et c'est en 1973, quand la Fania décide de l'utiliser comme nom d'un album, que cela devient une dénomination officielle du genre. Le label a donc énormément de succès, ce qui tape forcément dans l'œil de certains businessmen. Et c'est comme ça que Jerry se fait appeler par deux promoteurs, Jack Hook et Ralph Mercado, qui l'appellent et lui disent « Dis donc Jerry, ça te dirait pas de ramener toutes tes grosses superstars du label et quelques guests et de faire un bœuf énorme sur scène et de faire du bif ?» Bonne idée, non? C'est donc là que la Fania All Star, qui rassemble toutes les rostas, est née, et le premier concert aura lieu au Red Carter de Greenwich Village et fera salle comble. Il y aura un enregistrement live qui sortira en disque, mais lui, au niveau succès, c'est pas fou. À partir de ce succès s'organisera une suite de concerts, dont le deuxième se déroulera au Cheetah Club de Manhattan, qui fait 2 fois plus de ventes. Et l'enregistrement live de ce concert, lui, sera un succès à tel point que l'album fera partie des albums latinos les plus vendus dans le monde. Il y aura d'autres concerts à Chicago ou Porto Rico, mais pour le moment, on est très loin d'avoir des concerts à véritable impact. Le Cheetah Club, par exemple, c'est 5000 places, c'est pas un truc de fou non plus. En tout cas, c'est pas assez pour marquer l'histoire. Et c'est en 1973 qu'un coup de poker de Jerry fera tout basculer. Le petit gars, après avoir rempli des clubs de 5000 personnes, se dit « Si j'irais louer le Yankee Stadium qui fait environ 60 000 places ». Pourquoi pas après tout? Vous vous rendez compte du gap entre les deux? Le gars a une paire de corones incroyable. Ok, il y a beaucoup d'émigrés latinos à New York qui écoutent de la musique latine, mais de là à remplir un stade alors que tu faisais 5000 ventes avant, chaud. Sachant que le choix du Yankee Stadium, c'est pas anodin d'un point de vue symbolique. Déjà, c'est un stade mythique de New York, mais c'est un stade de baseball. Et le baseball, chez les latinos, c'est quasi une religion. C'est pas du tout un cliché, hein. C'est-à-dire que si vous allez en République Dominicaine par exemple, vous verrez beaucoup plus souvent des gens jouer au baseball qu'au foot. Jerry veut le lieu, mais en vrai au début c'est un peu galère. Déjà parce qu'on est en pleine saison de baseball, donc galère de faire ça entre deux matchs. En plus, doit y avoir des travaux qui vont prendre place dans quelques temps, donc du coup les gens qui gèrent le stade, ils ont un petit peu peur que la pelouse soit abîmée. Vous savez à quel point ça va être ultra galère de refaire une pelouse avant un match. Et donc, pour les apaiser un petit peu, Jerry décide de mettre un chèque de caution. Alors, j'ai vu 25 000 $ et j'ai vu 50 000 $. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste beaucoup d'argent. La Fania n'a donc pas intérêt à rater son coup. Arrive le jour J, le stade est blindé. Il y a toute la population latino qui s'est retrouvée pour mettre à l'honneur la musique latine et il y a une effervescence autour du stade qui est folle. En majorité, c'est des portoricains parce que c'est la diaspora la plus présente et donc il y a des drapeaux de Porto Rico partout autour du stade. Il y a vraiment une espèce de sentiment de fierté de la part de la diaspora à participer à ce concert. En plus, la line-up est dingue parce qu'il y a effectivement toutes les rostas de la Fania plus des guests. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme s'il y avait un concert rap avec une line-up. Booba, Machina Quinfri, Kerry James, Jul, Damso, Orelsan. Je vous ai un peu mélangé les époques là, mais vous avez l'idée. Donc les gens sont comme des dingues à l'extérieur, ils sont tous excités comme des petites puces, tellement excités que le concert ne pourra jamais aller jusqu'au bout. Je vous fais le déroulé du concert. Donc au début, ça commence à jouer quelques sets de chansons, tranquille, les musiciens se chauffent, s'enjaillent un petit peu, quand vient la track Congo Bongo. Et c'est là que tout bascule. Pour l'anecdote, cette chanson-là qui est mythique notamment parce qu'elle a déclenché une émeute, elle a été samplée par Lil Wayne dans un de ses tracks. La track c'est
This Shit Right Here, et je vous invite vraiment à l'écouter, et écouter d'ailleurs la track originale bien sûr. À ce moment-là, le public pète un câble, et ils deviennent tellement galvanisés par la musique qu'ils décident de prendre la scène d'assaut. À ce moment-là du concert, Johnny est en train de se rendre compte de la dinguerie qui est en train de se passer et du fait qu'il y a plein d'instruments, de micros qui coûtent super cher et donc il s'époumonne à crier au public de rester tranquille, sauf que plus il crie, plus le public devient dingue. Larry Harlow, un musicien et producteur présent ce jour-là, dira « Une fille a commencé à danser sur mon piano et j'ai pris peur car on avait placé un dispositif de feu d'artifice dans le piano afin de les lâcher à la fin du concert. J'ai vu cette foule folle envahir la scène et j'ai dit à Johnny Pacheco, barrons-nous d'ici avant que cela prenne une mauvaise tournure. » Donc à ce moment-là, les chanteurs et musiciens désertent la scène pour leur sécurité. Autant vous dire que la fameuse caution à plusieurs milliers d'euros, sous le nez, finito pipo. Attention les chaises! Il y a l'échec de caution! L'échec de caution! Le mot buzz n'existe pas encore à ce moment-là, mais c'est bien ce qui se passe après coup, parce que tout le monde parle de ce concert, bien qu'il y a à peine 3-4 chansons qui aient été performées. Le seul problème, c'est que souvenez-vous, normalement à tous les concerts, il y a un album live qui est enregistré. Et là, avec 3-4 chansons, tu peux rien faire. Et c'est là qu'il y a ambiguïté, parce que c'est ce concert-là qui a marqué l'histoire, mais aussi l'album live qui en est tiré. Donc vous me direz, je comprends pas, il y a eu 3-4 chansons, d'où il sort l'album ? L'album live, lui, est en fait enregistré sur 2 concerts, dont le deuxième est tourné à Puerto Rico en 1974. D'ailleurs, il y a toujours un flou sur quelle chanson a été enregistrée au Yankee Stadium à New York et quelle chanson au Coliseum de Puerto Rico. Et c'est pendant ce deuxième concert qu'il y aura un événement qui marquera l'histoire de la pop aux États-Unis. Oui, on y vient. Comme cette fois le concert se déroule jusqu'au bout, les guests ont l'occasion de pouvoir monter sur scène et de performer. Il y en aura beaucoup, il est très légendaire, mais on va s'attarder sur un seul, Manu Dibango. Les plus grands mélomanes connaissent son nom et son impact sur la musique, mais je pense qu'il n'est pas encore complètement connu du plus grand nombre. Et en 1974, date du concert, il n'a pas encore sa renommée mondiale. Manu Dibango est un musicien franco-camerounais né au Cameroun qui aura passé plus de 20 ans de sa vie en France, spécifiquement dans la ville de Champigny-sur-Marne, ville où j'ai moi-même passé plus de 20 ans, d'où je vous avoue qu'il y a un lien un peu spécial. Aussi, le quartier, c'est le quartier. À ce moment-là de sa vie, Manu Dibango a quand même déjà une renommée au Cameroun. Renommée qui lui vaut qu'on lui demande de produire un disque pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations qui se produit en 1972. Sur ce disque se trouvent 2 faces et c'est la face B qui nous intéresse puisque c'est sur cette face que se trouve le titre Soul Makossa. Normalement, déjà, quand je vous ai dit ce titre-là, ça a dû commencer à vous parler un petit peu. Le titre n'a pas trop de succès au Cameroun, les Camerounais se demandent pourquoi il bégayent comme ça dans le titre. Oui, parce que le titre en question, c'est celui-ci. Maintenant, c'est bon, vous l'avez. Les supporters iront même jusqu'à casser le disque lorsque le Cameroun perd 1-0 face au Congo. Ça aurait pu être la fin de l'histoire, hein, sauf que des Américains en voyage au Cameroun découvrent le disque et se disent « Putain, c'est quand même plutôt pas mal en fait ce truc, on va le ramener dans notre pays ». Ils le passent en radio, le titre a pas mal de succès puisqu'il est même classé dans certains charts américains. Face à ce succès, on l'appelle, on lui dit « Tiens, ça te dirait pas de faire une petite tournée aux États-Unis de une dizaine de dates environ ». Parmi ces représentations, une aura lieu au fameux Apollo d'Harlem. Et c'est à ce moment-là que la Fania lui propose de venir en tant que guest au fameux concert de la Fania All Star où il interprétera le titre Soul Makossa remixé à la sauce cubaine salsa avec les musiciens présents sur scène. Yo soy muy alegre de estar aquí esta noche con Fania All Star. Alors bien sûr, la Fania ne sont pas les seuls à l'avoir repéré à ce moment-là, mais l'impact du concert fait que j'aime à me dire que c'est quand même en partie grâce à eux que ce titre a pu arriver jusqu'aux oreilles de Michael Jackson, qui l'a donc samplé dans son titre Wanna Be Starting Something, et qui sera ensuite samplé par Rihanna également. C'est dans ce sens que j'aime me dire que ce concert a tout autant impacté l'histoire de la salsa que l'histoire de la pop culture. C'est donc sur cette note qu'on va finir la vidéo. En vrai, il y avait énormément de choses à dire, mais je pense que c'était assez long comme ça pour une première vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que je développerai l'histoire de la salsa dans une autre vidéo, et même l'histoire de Manu Dibango qui est archi intéressante dans une autre vidéo. Dis-moi si le format t'a plu. Dans la prochaine vidéo, je compte te parler de Shakira, parce que j'ai enfin réussi à comprendre la signification de son fameux... Alors, abonne-toi pour ne pas la manquer. Bisous!